Tu te poses pas la question de laisser quelque chose sur la table. Je me suis rendu compte que je m'étais habitué en France à faire attention, mais je le conscientisais pas, je l'avais pas en tête. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai plein de réflexes. Le problème, moi, c'est quand je repars en France, parce que j'ai du mal à refaire. J'ai envie de reprendre les réflexes. Bah oui, il faut faire attention. Et il me dit, mais quel crédit est-ce qu'on s'est déjà vu? Il dit ça au banquier. Et le banquier dit non, jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai signé? c'est possible, en fait, il me donne tous les documents et en fait, c'était son agent ou son conseiller qui signait à sa place. Quoi. Pour les enfants, si tu t'y prends bien, un enfant entre ses 0 et 18 ans, si tu t'y prends bien, tu peux lui faire avoir un capital assez important à ses 18 ans. Enfin, j'imagine moi, j'ai beaucoup de clients, c'est ça. Ils ont leurs assurances vie, eux, les parents, mais les enfants ont tous leur assurance vie aussi. Les parents mettent tous les mois dessus. Merci beaucoup d'être là, Jérôme. Avec plaisir. Merci tu m'as déjà envoyé un invité grâce à ton réseau, donc merci aussi beaucoup pour ça. C'était un épisode qui m'avait beaucoup plu, qui était intéressant. Est-ce que tu peux présenter, expliquer ce que tu fais maintenant et après on va repartir un peu en arrière pour en savoir un peu plus sur ton parcours et comment t'en es arrivé là? Ok, donc Jérôme Baden, j'ai bientôt 47 ans. Je viens de Bretagne. Ma mère est bretonne, mon père de Guadeloupe. Donc voilà, j'ai la communauté des métis. J'ai fait mes études en France en droit. J'ai fait 5 ans de droit. Okay. À l'époque, ça s'appelait un DEA en droit privé, droit de la famille, succession, donation. Et tu voulais faire quoi à ce moment-là? Enfin, tu te disais, je vais être avocat, ou tu savais pas trop? Alors, maîtrise, j'ai fait une maîtrise droit des affaires, donc, et je pensais droit fiscal. J'ai tenté le concours pour entrer ce qu'on appelle le CRFPA, l'école, avant de faire avocat. Okay. Et du coup, je l'ai pas trop préparé, je l'ai raté un point, puis après je suis parti en Master 2, comme on dit maintenant, et bref, j'ai vu d'autres voies s'ouvrir. Mais au début, dans mon idéal, quand je suis rentré à la fac de droit, c'était peut-être d'être avocat. Ouais. Ok, trop bien. Ouais. Et juste à la fin de tes études, tu as commencé à travailler t'as travaillé dans la gestion de patrimoine ou... Oui, donc j'ai fait mon DEA de droit privé, après j'ai fait un autre Master 2 en école de commerce, enfin l'IAE de Rennes, parce que j'ai fait partie de mes études à Rennes. Et ensuite, oui, je suis rentré à la Société Générale, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, donc au Sable d'Olonne, en Vendée. Oui. J'ai découvert la Vendée. Ça peut paraître bête, mais je savais même pas qu'en banque, il y avait des gestionnaires de patrimoine. Ah ouais, si, en banque, en général, les banques françaises, elles sont classifiées, selon ce que tu gagnes, on va dire, t'as ce qu'on appelle la clientèle grand public, d'abord, donc en gros, qui a moins de 50 000 euros. Ensuite, t'as la clientèle bonne gamme. En patrimoine? En patrimoine, ouais. Okay. Ensuite, t'as la clientèle bonne gamme qui est entre 50 000 et 150 000. En cash, ouais. En patrimoine, en cash. Et là, t'as un conseil bonne gamme entre 50 et 150. Et puis, à partir de 150 000 de cash, tu peux avoir accès à un conseil en gestion de patrimoine. Ah ouais? Voilà, jusqu'à 1,5 million. Après, t'as la banque privée. Et le point, c'est qu'ils te présentent que des solutions que propose la banque. Donc, en soi, c'est pas forcément idéal ou... On va dire que la plupart des gens en France utilisent leur banque, clairement. Voilà. Après, non, sur les banques ont ce biais-là. Elles produisent aussi, elles font leurs produits. Je sais pas, une assurance vie, la banque va te proposer l'assurance vie de la banque. À l'intérieur de l'assurance vie, ils vont proposer les fonds actions de la banque également. Donc, c'est assez ciblé. Et surtout, en fonction du conseiller que tu as, donc du patrimoine que tu as, on te présente pas les mêmes placements. Je comprends. Voilà. J'ai déjà fait des commentaires. C'est souvent des débats avec ma mère sur les conseils qu'elle reçoit des banquiers. Ah ouais. C'est souvent très très compliqué, mais voilà. Ok, tu lui dis qu'il faut qu'elle m'appelle. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à gérer, mais c'est... Voilà. Après, c'est pas de la faute des conseillers. Hein. Les conseillers c'est font leur métier, travail, mais on leur présente, on leur dit, voilà, cette clientèle-là, vous êtes conseiller grand public, donc vous présentez, je sais pas, le livret A, plan de logement, assurance vie, mais basique. Ouais, mais en fait, c'est rien à présenter. Pour moi, il y a rien à présenter, quoi. Tout le monde connaît ça. Enfin, je pensais que tout le monde connaissait ça. C'est juste... oui, plan épargne logement, livret A, assurance vie, ça commence... Non, pour entrer, parce que l'assurance vie, c'est une enveloppe juridique. Après, ce qu'on met à l'intérieur, ça, il y a beaucoup de support, ça peut, voilà. Je comprends. Peut faire de l'ingénierie. Et du coup, j'ai commencé au Sable d'Olonne en tant que conseiller en gestion de patrimoine. J'ai dû faire 4 ans, je pense. Donc, je m'occupais, moi, de tout le littoral vendéen. Parce que j'allais en agence aider les conseillers, justement, bonne gamme. Moi, je venais en support pour les aider. Donc, à dire moins de bêtises. Ou les aider pour des clients, ou des clients compliqués, des fois, mais avec un certain patrimoine et une ingénierie un peu supérieure. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai été pas mal contacté une année, puisqu'on a eu l'affaire Kerviel, à l'ASG, j'étais conseiller à ce moment-là, donc t'imagines que les clients étaient un peu stressés. Les gens imaginaient qu'ils allaient perdre tout leur argent, que la banque allait fermer. Mais le cash que Kerviel a, entre guillemets, fait perdre, c'était
Enfin, ça représente une petite goutte, non, par rapport à la banque au Bien sûr, global. bien sûr. Et en plus, C'est c'est le compte pas... propre, c'est pas l'argent des gens, Oui, oui, oui. mais la plupart des gens ne Ils savent pas comment ils fonctionne une mélangent banque. tout, Donc, bien oui, sûr. tout le monde. Moi, je dis pas que je sais non plus, mais j'imagine que oui, ça allait pas être l'argent du livret à des gens, quoi. Ouais, C'est- mais les gens, voilà, ils imaginent ça. Donc voilà, il faut venir, il faut les aider. Moi, je me souviens, il y a une personne qui avait justement un contrat d'assurance vie, tu vois, un peu plus de 300 000 euros, je crois. Son conseiller m'appelle en panique, il me dit, il veut tout retirer en cash. Donc, comment on Ouais. fait? Donc du coup, il m'appelle, donc je Ouais. viens, et la personne, voilà, chef d'entreprise en plus, mais très énervé, il dit, oh non, mais moi je veux tout retirer, parce qu'en plus, après, il y a eu bref, une autre crise après. Il me disait, non, mais ça va plus rien rapporter, on va bloquer nos contrats, je pourrais plus retirer mon argent, et je veux du cash. Je veux pas, j'ai plus confiance dans les banques, je veux pas mettre dans un coffre et tout, je vais mettre tout chez moi. Je dis, bah, pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que le protocole, c'est qu'on appelle la Brinks, qui vient devant l'agence du petit village en Vendée. Attends, tu lui as sorti en cash? Ah non, non, je explique le process, Ouais. et je lui dis, et du coup, bon, le camion de la Brinks va venir devant l'agence, donc dans la rue, où il y a l'église, il y a tout, donc, vu de tout le monde, nous, on vous met ça dans des sacs, Ouais. des grands sacs, on les met les sacs dans le truc, et vous allez aller, le camion va aller chez vous, et les sacs vont du camion à chez vous. C'est discret, en tout Je pense que voilà, vous allez faire la joie des cambrioleurs locaux. cas. Donc voilà, donc bien sûr, après, Il j'ai a réussi dit à le qu'il calmer. voulait Je le me faire. suis dit, regardez, vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail des produits, mais vous avez la plupart de votre argent est sur du fonds en euros, donc fonds en capital garanti, voilà, vous n'allez pas le perdre. Ouais. Et devant 2-3 ans après, il a fait avec plus 4% chaque année, il était Trop content. Et c'était en quelle année de Kerviel? C'était 2007? C'était ça? Ça doit être ça, j'avoue que j'ai Mhm. plus les années en tête, mais. Et après, il y a eu la crise de 2008, tout. Ouais, il y a eu le crise de subprime. Ok, très bien. Ouais. Et t'es resté là-bas 4 ans, tu disais? 4 ans, voilà. Et après, on m'a demandé, du coup, de gérer les conseils en gestion de patrimoine du Grand Ouest de la France. Parce que la Société Générale, comme beaucoup de banques, se partage en 4 la France. Ok. Donc, moi, je gérais les conseillers les conseils en gestion de patrimoine du Grand Ouest. Et donc, j'étais au siège. Et en plus, je faisais des conférences pour les clients. Donc, je rayonnais dans le Grand... Donc, le Grand Ouest, c'est de Brest à Orléans, si tu veux. Et de Cherbourg, donc en haut de la Manche, justement à peu près les Sables d'Olonne, la Vendée. Et donc, j'allais dans toutes ces villes. Il y a beaucoup d'agences Société Générale, mais j'allais faire des conférences pour les clients sur comment investir sur les marchés actions. Donc, pendant la crise subprime, je faisais des conférences devant les gens sur comment investir dans les marchés actions. Donc, c'était sport, parce que les marchés étaient en berne. Mais bon, du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de discussions et beaucoup d'éducation. Je leur disais, justement, allez-y, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est les soldes. Ils doivent être contents. C'est les soldes, c'est exactement le terme. Mais peut-être que pour le français moyen, c'était difficile de comprendre ça. Non, mais ça, c'est le gros problème. Enfin, pas qu'en France, mais en France notamment, c'est la culture financière. Voilà. Moi, on nous apprend pas à l'école. Enfin, je sais pas si toi tu l'as appris à l'école, mais moi avant. Je considère ne rien savoir, même maintenant. Enfin, vraiment pas grand-chose. Ce que j'ai appris, je sais pas. Pour moi, c'est un peu du bon sens quand même. Je sais pas. La seule chose que je fais pour entre guillemets ma retraite, c'est SP500 et de l'IMO. Ok. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Enfin, je sais pas. Mais voilà. Il faut avoir ça dedans. Après, il y a toute une autre gamme. Non, bien sûr, bien sûr. Tu es jeune, donc tu vas par étapes. Franchement, ça va vite. Ça va très très vite. Tu as déjà perdu du temps, mais voilà. Et après, donc dans le groupe Société Générale, t'es resté combien de temps? Du coup, après, j'ai dû faire 3 ans, 3 ou 4 ans. Et en fait, 3 ans au siège de la région Grand Ouest, qui était du coup aussi à Rennes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais rentré à la Société Générale pour après m'expatrier. J'ai toujours voulu m'expatrier, j'avais envie d'aller voir le monde, comme on dit. Okay. Et l'ASG faisait ça parce qu'elle avait des expats un peu partout dans le monde. Et bon, Kerviel plus les subprimes, en gros, ils ont arrêté les contrats d'expat. Ils ont arrêté les conneries. Voilà. Ils se sont dit, parce que c'était des beaux packages quand même, les contrats d'expat. Et c'est toujours il y a de moins en moins d'expats, mais ceux qui ont des contrats d'expat, en général, c'est assez sympa. C'est-à-dire que tu viens travailler à Dubaï et tu gardes ton contrat en France pour quand tu rentres. Okay. Donc voilà, donc c'est. Mais bon, l'ASG ne le faisant plus, ils m'ont juste proposé la Russie et je cherchais plutôt un pays chaud. Donc j'ai pas été en Russie. Et du coup, j'ai cherché. Et j'avais aussi le côté où j'avais fait un peu le tour en tant que salarié. Voilà, je voyais les limites. T'étais à la fois dans le côté international et entrepreneur. Oui. Ah donc. Enfin, entrepreneur, je me suis rendu compte le fait que si tu veux dans la banque, t'évolues par grade quoi. Ça, c'est des lettres jusqu'à JK, puis après K t'es hors classe, donc là tu deviens vraiment. Et ça dépend quand même de tes performances, c'est juste une question de temps. Non, ça dépend de tes performances. Ah quand même. C'est pas comme un prof qui est soit exceptionnel, soit c'est pas très la grille moyen des fonctionnaires si tu veux, mais il y a quand même un peu de ça parce qu'au final je me suis rendu compte. Moi, on m'a dit justement avant que je parte la dernière année que j'étais arrivé, je sais plus, j'étais à la lettre I ou J, et que en gros j'étais arrivé un peu trop vite. Là, j'étais trop jeune. Et ils vont te laisser attendre. Pour avoir un poste, pour être un poste qui pouvait m'intéresser vraiment de management. Là, même en chantant de la gestion de patrimoine, mais dans du management, gérer 100 personnes, on me dit bah non, il faut être
le niveau au-dessus, sauf que bon, t'es trop jeune et les gens vont mal le prendre qu'un jeune. Ah oui, donc, tu vois, d'accord. un peu la mentalité que je fonctionne reproche comme ça, à la ouais. France pour ça. Me lance pas là-dessus, sinon ça va être Non, mais voilà. compliqué. Moi, je reproche ça, je reproche le côté, enfin, moi, je les avais, mais je trouve ça hallucinant l'importance qu'on donne au diplôme. Voilà. Quand les gens ont fait leurs preuves, pour moi, ils ont fait leurs preuves, il n'y a Ouais, pas bien sûr. de. Ah, parce que tu veux dire l'importance, pas forcément en début de carrière, mais même 10 ans après, si t'as pas le bon diplôme, ils pouvaient te bloquer. Ah bah moi ça m'est arrivé on m'a demandé de faire un entretien, je vais avec les RH faire un entretien, ils me demandent, voilà, on veut recruter un conseiller en gestion de patrimoine, on aimerait bien que tu viennes, en gros, voilà, faire l'entretien, évaluer ce qu'il vaut, et je vois le DRH à côté de moi, première question, la personne avait 50 ans, c'était une reconversion, non, il a toujours fait ça, mais il avait sa boîte, et il en avait marre d'être indépendant, et il revenait en tant que conseiller en banque et tout. Et le DRH lui demande, la première question, c'est, vous avez fait quoi comme étude, quoi? Je dis, mais il a 50 Mais ans. comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Moi, j'ai pas dit devant le mec, mais et moi, j'ai halluciné. Je me dis, mais non, c'est un autre monde. Et ça, tu penses que c'est très français ou tu le vois un peu dans. Non, je pense quand même que c'est très français. Bon, c'est quand même, enfin, dans certains domaines, surtout en tant que salarié, c'est toujours mieux d'avoir des diplômes. Enfin, ça aide surtout à rentrer directement avec un certain salaire, un certain level. Ouais. Après, non, ici aux Émirats, je vois que ils ont encore le côté, enfin, c'est un peu le rêve d'Américain d'avant, mais il y a le côté, tu peux vite monter. Beaucoup de gens que je connais dans l'hôtellerie aux Émirats, ils sont très jeunes, ils me disent, j'aurais jamais pu avoir ce poste-là en France, c'était impossible. Ok. Et après, t'es passé directement de Société Générale à Abu Dhabi ici, ou tu... Oui, c'est ça. Donc je décide. Je me rends compte que j'ai pas de poste d'expatrié au sein de la Société Générale possible. Donc j'en parle au big boss. Il me dit, au final, je peux le dire maintenant. Il me dit, bah t'as raison. Parce que moi aussi, il est arrivé très haut, mais il a senti qu'il avait atteint son plafond de verre. Il pouvait pas rentrer, on va dire, dans le top 10 de la Société Générale parce qu'il avait pas de diplôme, justement. Lui, il s'était fait tout seul, le bac, était grand patron, patron charismatique, il était très très bon. Et il le bloquait comme ça, ouais, juste... c'était, ouais, t'as pas fait les grandes écoles qu'il faut. C'est dramatique, mais ouais. Voilà, alors que c'était vraiment quelqu'un de brillant. Et quand je lui dis ça, il dit, ouais, je comprends. Ouais, il me dit, dans un moment de ma carrière, je me suis demandé, un client m'a dit, viens bosser pour moi. Il l'a pas fait. Mais bon, il a fait une super carrière, tant mieux pour lui. Et donc là, j'ai commencé à prospecter. J'ai regardé les cabinets de gestion de patrimoine qui s'occupaient des expatriés. Et je suis tombé, donc j'en ai vu 3. Donc à l'époque, Cristal Finance, ça s'appelle La Place maintenant, Equance et Pierre et Placement. C'était les 3 qui existaient déjà il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Ouais. Et donc du coup, j'ai vu les 3 et j'ai vraiment bien sympathisé avec celui qui a créé Pierre et Placement, donc Didier Préguer-Coelho. Voilà, ça a matché tout de suite, on a la même vision des choses, on fait le métier pour aider les clients, voilà, la vision humaine du métier, donc cabinet, on va dire familial où tout le monde a le même état d'esprit, et voilà. Donc je suis parti. Donc en fait, ce qui s'est passé, non, avant de rencontrer Didier, ce qui s'est passé, c'est que je viens en mariage d'amis que j'avais ici il y a donc je sais pas 11 ans, Olivier et Virginie, qui sont donc à Dubaï depuis quelques temps, et sur le balcon, je rencontre un gars qui me dit, bah moi je suis Pierre et Placement, on a un cabinet ici, on cherche quelqu'un pour ouvrir soit Doha, soit Abu Dhabi. Ok. Ah. Et je dis, bah moi je prends Abu Dhabi, on se revoit dans 6 mois, donc j'ai le temps de rentrer, préparer le départ. Et donc tu as quitté un poste bien en place de salarié pour repartir de zéro ici. Exactement, tout à fait. Parce que notre business model, c'est qu'on est des conseillers de patrimoine indépendants. on travaille, donc on se crée tous notre clientèle. Voilà. Donc on part de from scratch. Et tu repartais pas d'un nouveau domaine, parce que c'est ton domaine, mais de zéro en termes de réseau, alors que, de ce que je comprends, tu fonctionnes qu'avec le réseau, un peu comme nous pour les clients. Tu peux me parler de ça, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients, parce que c'est un nouveau continent, il n'y a rien de similaire à la France ici, donc comment t'as fait? Et en plus, voilà, comme je disais, je te connaissais pas du tout à Abu Dhabi, parce que je suis venu au mariage de mes amis qui sont à Dubaï, donc je connaissais Dubaï, mais j'étais venu, puis donc je suis dit 6 mois ou 1 an après, je débarque à Abu Dhabi, donc je découvre la ville. J'arrive au mois d'août, comme bon nouvel arrivant, je me promène dans les rues. J'ai fait la même chose. J'étais tout seul. J'ai fait la même chose Je suis arrivé en août aussi. Ah oui, c'était... L'année où on avait encore les masques. Ah oui, en plus, d'accord. Ouais. C'était super. Ah non, moi, j'ai pas les masques. C'est fantastique. Donc, je m'installe avec ma femme de l'époque enfin non, au début, je viens tout seul. Donc, je découvre la ville, je m'inscris à la CCI, Chambre de commerce et industrie, et à l'UFE. Ok. UFE Abu Dhabi. C'est l'Union des Français de l'étranger. Exactement, Union des Français de l'étranger. Et c'est là que je rencontre les premiers Français. Mais là, en mode, je fais des events, on discute, on me demande ce que je fais, j'explique. Et voilà, progressivement, je fais des rendez-vous. Ça met un peu de temps, c'est pas évident. Mais moi, j'avais pris un crédit en France, du coup, pour tenir la première année. Voilà, comme tu as dit, avec les 30 000 euros, ça devrait
Bon, après, il faut que ça rapporte, mais faut que ça parce que maintenant, enfin, je sais pas si c'est les prix de maintenant, mais 30 000 € maintenant pour vivre aux Émirats, tu vas pas tenir très longtemps. Ah oui, non, faut pouvoir payer le loyer, ça dépend, voilà, ça dépend comment tu vis. Exactement. Il y en a, c'est réglé dans la semaine. Il y en a qui peuvent finir peut-être une petite année là-dessus, mais voilà. Ouais. Non, mais je disais, voilà, faut dire 6 mois pour avoir les premiers revenus qui tombent. Parce que tu peux pas rencontrer, enfin, je pense que les process, entre guillemets, de vente sont longs. Oui. Parce que tu peux pas rencontrer quelqu'un et dire qu'il te fasse confiance, qu'il signe. Enfin, ça me paraît un peu... Alors, surtout qu'au début, donc Pierre et Placement, le cabinet existe depuis 20 ans aux Émirats. Donc, il est arrivé il y a longtemps, mais il était à Dubaï. Il n'était pas du tout à Abu Dhabi. Ok. Donc, mais Dubaï, il avait une certaine notoriété. À l'époque, je pense que je suis arrivé, il y avait 4 personnes à Dubaï. Ok. Donc moi, j'ai été tout seul à Abu Dhabi pour ouvrir le bureau. Mais autant à Dubaï, il y a des personnes qui connaissaient déjà Pierre et Placement parce qu'on était là depuis longtemps, mais pas à Abu Dhabi. Donc c'était vraiment d'abord parler du cabinet et dire que voilà, on est une ancienne sérieuse et autres. Bon, après, d'autres domaines, ça va parce que c'est quand même... c'est facile de vérifier en France parce qu'on est bien sûr, on est inscrit en France et autres. Hein, c'est un cabinet basé à Paris, le siège est à Paris. Mais les gens peuvent vérifier voilà, si c'est sérieux. Et puis après, on parle français. C'est ça quand même la grosse différence. C'est vrai que ça casse une barrière, ouais. Parce que les gens sont harcelés, peut-être moi maintenant, je sais pas, mais été harcelé avant par des, je vais pas dire leur nom, mais des boîtes anglo-saxonnes de gestion de patrimoine. J'ai jamais reçu. Pourtant, dans les Français, oui, par contre, j'en reçois souvent. Ah, oui, c'est ça. Mais t'es proche aussi de la communauté française, donc t'es identifié. Oui. Non, quand même, pas autant que toi, mais j'essaye. Et à quel point c'était un choc de passer T'étais à Paris, en France? Non, mon dernier poste, c'était à Rennes, en Bretagne. De Rennes à Abu Dhabi? De Rennes, la chaleur, déjà. Après, j'ai bossé à Paris, j'ai bossé aussi à Paris, donc je connais bien Paris, mais non, alors ce qui m'a vraiment le plus surpris, mais je pense que tout le monde le dit, mais c'est la sécurité. Le fait que tu te poses pas la question de laisser quelque chose sur la table. En tout cas, à Abu Dhabi, c'était vraiment... Enfin, moi, je me suis rendu compte que je m'étais habitué en France à faire attention, mais je le conscientisais pas, je l'avais pas en tête. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai plein de réflexes que pas besoin d'avoir. Bien sûr, mais là, le problème, moi, c'est quand je repars en France, parce que j'ai du mal à repère. Faut vite reprendre les réflexes. Bah oui, faut faire attention. Alors que ici, non, pas du tout, ouais. Exactement. Ça, c'est ce qui t'a marqué, c'est le principe. Ça, c'est vraiment marqué direct. Après, bien sûr, les locaux, les Émiriens, de voir des Émiriens. Moi, je les avais vus que dans les Tintins ou autres, habillés. Et même maintenant, t'as du réseau dans les locaux, t'as des... Oui, maintenant, j'ai rencontré les locaux. Il y en a un que je connais depuis, je pense, 8 ans. Très sympa, donc c'est bien, grâce à lui, j'ai la vision aussi des Émiriens ici. Et proportionnellement, il y a plus de locaux, enfin d'Émiratis à Abu Dhabi qu'à Dubaï? J'avoue que je sais pas, mais j'ai l'impression, je crois que c'est à peu près dans la population, ils sont à peu près 10% global, donc je pense que c'est à peu près pareil, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus visibles, enfin on vit plus avec eux peut-être à Abu Dhabi. Je sais pas, parce qu'à Dubaï je les vois moins souvent. J'ai presque jamais eu d'interaction avec des locaux. Ah oui. Non mais quand je te dis, je pense, j'ai eu 5 fois, j'ai parlé à un local, quoi. D'accord. J'allais dire toute ma vie, mais dans les 2 ans et demi que j'étais ici, c'est arrivé, ouais. Et c'est arrivé surtout au début, quand je t'ai dit, quand il y avait encore les masques, même à l'extérieur, à l'intérieur, et je sais pas, avec ma tête et ma barbe, et avec le masque, il me parlait en arabe. Il pensait que je comprenais. Mais sinon, depuis, jamais. Ni dans le business, ni... Ouais. Ah non, c'est amusant. Après, c'est vrai que toi, t'as ton compte et t'as pas d'Émiriens dans ton équipe? Non. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Abu Dhabi, par exemple, qui bossent dans des grandes sociétés où il y a des Émiriens, bien sûr, dans la boîte. Donc ils discutent tous les jours, on les croise. Après, des amis Émiriens, non, c'est pas non plus... Non, j'en ai pas... Ok. Floraison, mais parce qu'en fait déjà les Émiriens ils sont très timides. Voilà. Au début les gens, je pense quand ils arrivent, ils pensent qu'ils sont hautains ou autres, alors que les connaissances tout ça, ils sont très sympas, quand tu vas chez eux très accueillants et autres, mais par contre ils sont assez timides. Je comprends. Ils ont un peu de réserve. Mais non, il faut faire l'effort de rentrer en contact. Je vais essayer. En vrai, je peux difficilement faire pire, donc voilà. Ah mais ça t'intéresse je peux te présenter un Émirien qui parle français et qui sera content de faire un podcast. Ah ouais, ça serait trop intéressant. De la Sorbonne. Mais ça serait ultra intéressant d'avoir sa vision sur... Parce que moi, je me pose plein de questions de comment ils nous voient. Enfin, nous étant tous les expats qui habitent dans leur pays. Parce qu'en France, il y a, je sais pas, 7-10% d'étrangers, ils pensent à la catastrophe. Et ici, c'est 90%. Et tout, entre guillemets, tout va bien. Du coup, je sais pas trop... c'est pas forcément comparable non plus. Mais je pense que ça serait ultra intéressant. J'ai vraiment beaucoup de questions à leur poser. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de discuter, donc je pense que ce serait super intéressant. Donc je me mettrai en relation, Et comme je disais, je suis arrivé à Abu Dhabi, le CCI et
donc Chambre de commerce et d'industrie et Union des Français de l'étranger. Après, il y a d'autres associations, Abu Dhabi Accueil et autres. Donc, en gros, j'ai fréquenté tous les endroits où il y avait des Des Français. Français. Et puis après, j'ai fait progressivement, premier client. Après, les gens me présentaient d'autres personnes. Et avec le temps, l'UFE m'a demandé, parce que moi, quand je suis arrivé, l'UFE Abu Dhabi, le nouveau président élu avait 50 ans, il m'a dit je suis le plus jeune de l'assaut, donc il va Ah tu veux pas ouais. créer l'UFE jeune, on va dire. Ok. C'est l'UFE Avenir, Ouais. qui a été repris récemment là par Chari chez nous. Et du coup, donc voilà, j'ai créé l'UFE Avenir et j'ai fait avec Betty, j'ai croisé Betty, Ouais. qui est jeune. Enfin, on était plus jeunes à l'époque. Et voilà, du coup, on a fait venir les jeunes, parce qu'il n'y avait pas d'event du coup pour les jeunes, il se Ok. passait rien. Donc Ok. voilà, ça a grossi. Ce qui est la réputation d'Abu Dhabi déjà, enfin, je pense que tu connais, mais pour les gens de ma génération, on est plus à Dubaï parce qu'on pense qu'à Abu Dhabi il se passe rien. Oui, c'est Donc, ça, ouais, exactement. et que c'est plus pour les familles. Ouais. Mais C'est vrai que c'est la vision, mais c'est marrant parce que c'est la vision que moi qui viens de province, qui vient de Vannes exactement. par rapport à la province, et Paris. Ouais, Ok. exactement. C'est exactement la mentalité, les mêmes choses. C'est bien, ouais. Enfin, pas tout le monde, hein, bien sûr, je fais pas, mais tu vois ce que je veux dire souvent quand ça m'arrive souvent à Dubaï. Enfin, peut-être c'est les soirées où je vais, mais directement on me demande combien tu gagnes. C'est vrai? Ouais, et c'est exactement la vision que j'avais de Paris, enfin que j'ai vécu à Paris d'ailleurs, exactement la même chose. Mais je me Pas souviens. tout le monde, mais je te dis, il y a une Ouais. caste qui Mais pense, tu l'as pas fait, mais je me souviens d'un moment où on était ensemble, on discutait à un événement de la CCI et il y a quelqu'un, je pense, d'Abu Dhabi qui est venu me poser la question. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens, mais du coup, c'était une des premières fois qu'on me demandait. Moi, après, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais après, en tant qu'entrepreneur, la réponse, je sais pas, on va la sortir, c'est pas évident Oui, de. bah non, Bah, difficile de répondre, mais voilà. Ouais. Et après, non, c'est normal qu'aussi à Dubaï, parce que Dubaï a attiré beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le e-commerce et autres, parce que c'est la seule ville qui était ouverte pendant le Covid. Alors, Et Abu Dhabi, c'était beaucoup plus fermé. ouais, c'était quand même plus fermé. Ah oui. C'était mieux, enfin, pour moi, c'était mieux qu'en France, Ouais. mais Si, mais c'était je me quand même souviens plus, même, plus strict. Ouais. Même bien 6 mois ou 1 an après que je sois arrivé, on devait encore faire des tests pour aller aux Exactement. événements. Enfin, c'était quand même. C'était Tout à fait, ouais. c'était pas comme à Dubaï, ouais. Voilà, À donc Dubaï, c'est ils ont tout vite, ouvert, c'est la fête. Ouais. Voilà, c'était la fête. Je pense que c'est exactement Mais bon, ça a été, enfin, au Destin, ça a été bien géré. On a eu une période de confinement, mais je pense à Dubaï, il y a eu un petit peu aussi. Mais après, on a eu des couvre-feux que je pense que Dubaï n'a pas eu trop eu. Je sais pas, j'étais pas là. Je sais plus. J'étais en Suisse à ce moment-là. Ah oui, Et en d'accord. Suisse, il se passait rien. Ok. Il y avait rien. Ouais. On a devait eu, juste mettre des masques, mais qu'à l'intérieur. Pas de confinement, pas de couvre-feu, rien de tout ça. Ok. Et dehors, on pouvait se Ouais, promener ouais. sans faire un papier. Où on devait Bah, vous écrire. avez en dehors du couvre-feu où tu pouvais te promener, il n'y a pas de Ouais. souci, mais ça, c'était pas. Je comprends. Et c'est pour ça que je disais, ouais, beaucoup de gens ont vu, il y a eu ça. Enfin, donc, Dubaï a une image de ville hyper ouverte, beaucoup se sont installés ici, tous Ouais. les digital nomades viennent ici. Ouais. Et puis après, bon, Dubaï fait une belle pub de la ville. Hein, donc alors qu'Abu Dhabi, c'est la ville qui est riche, clairement, du pétrole. Donc, ils avaient pas ce côté de faire de la pub pour le tourisme ou autre. Ça a changé depuis, je pense, allez, le projet, il a peut-être 10 ans maintenant, mais on voit depuis 3-4 ans, enfin, depuis que donc ils ont fait le Louvre d'abord, et puis après, ils se sont dit, on va faire du tourisme culturel, on va se spécialiser là-dedans. Ouais. Donc là, il y a le musée Guggenheim, Zayed. Bah, de toute façon, pour faire du tourisme de fête ou de tourisme d'activité, ils ont trop de retard par rapport à Dubaï. Je Oui, pense il que y a déjà Dubaï, donc pas la peine de faire la même chose. de refaire. Enfin, quoi que les Saoudiens veulent faire ça, ils sont en train de faire une île pour faire de la fiesta. Franchement, je leur souhaite bon courage. Ouais. T'es déjà allé en Saoudi, j'imagine? J'ai déjà été une fois. Ah, je suis allé à Riyad, je trouve. Tu sais, on en entend beaucoup parler ici. Comme quoi, c'est vraiment un Eldorado. En tout cas, certains pensent ou disent ça. Moi, je trouve que ils sont quand même beaucoup de retard encore. Hein. Ils sont vraiment pas à rattraper Dubaï ou ça les met Émirats. Ça met du temps. Mais après, ça met du temps, mais c'est la force de l'argent qu'on peut accélérer beaucoup de choses. Oui, bien sûr. On voit ce qu'on fait les Émirats en peu de temps. Et moi, je vois, pareil, Abu Dhabi, comment ça se développe. Enfin, quand ils décident quelque chose, Ça va très vite. voilà, Et tu vois une vraie différence entre il y a 10 ans quand t'es arrivé et maintenant? Certaines règles. C'est marrant, j'en parlais avec mon ami Myriam Mohamed. Et un jour, je lui dis ça. Je lui dis, c'est avec l'émiratisation, tu vois l'émiratisation, Ouais. tu sais que il faut des quotas de plus en plus nombreux d'Émiriens qui travaillent dans les boîtes. Ouais. Et je lui dis, voilà, je vois qu'il y a certains cadres qui sont pas contents parce qu'ils auraient dû avoir ce poste-là et on le donne à quelqu'un d'autre. Ils vont partir. Lui, vous avez pas peur que les expats, au final, s'en aillent et se disent, c'est plus intéressant, les Émirats. Et il m'avait dit, et ça, je pense que c'était il y a 5-6 ans. Il m'a dit, tu sais, nous, du jour au lendemain, quand on veut, on fait revenir les expats. C'est pas, voilà. Ils savent exactement comment faire. Exactement, tout à fait. Donc ça a été ça. Ils ont, à un moment, quand ils ont voulu continuer à développer la population, ils ont dit Golden Visa, plus des histoires. Quand t'es pas marié, tu peux pas habiter ensemble. C'est ça avant. C'était la période du Ramadan, tout était fermé. Maintenant, c'est. J'ai l'impression qu'en Passe de plus, joie. depuis après le Covid, ça a eu un grand changement entre avant et après le Covid. C'est de ce qu'on m'a dit. Parce que moi, j'ai vécu que l'après Covid et pour moi, le Ramadan, c'est
enfin, c'est rien de spécial, quoi. Enfin, Ouais, oui, évidemment sur le côté religion, mais sinon on vit normalement. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de, je vois rien de spécial. Il se passe rien de spécial. Non, mais c'est Donc, ça. Sauf qu'on fait des iftars. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est un peu comme en France, quoi. Il se passe rien de spécial. Ouais. On peut continuer à travailler et Tout à fait. tout va bien, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que les gens ont cette vision-là. Et donc, Mohamed me disait ça. Il me disait, nous, on a une capacité de réaction assez rapide et on le voit. Moi, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu pouvais acheter en étant expat. De l'alcool? Non, pas d'alcool. Acheter des maisons. Ok. C'était très. Maintenant, ils ont pratiquement. Enfin, ils ouvrent tout progressivement. Voilà, il y a beaucoup de projets. Et surtout, voilà, ils ont une vision vraiment. Enfin, il y avait vision 2030, maintenant 2050. C'est sur du long terme. Ils savent où ils vont. Donc Trop bien. Ça serait appréciable. Une autre question que je voulais te poser, c'est, on parlait du réseau. Comment tu, entre guillemets, obtiens tes clients? Comment tu signes tes clients? C'est vraiment maintenant que de la recommandation et du réseau? Est-ce que tu mets en place des actions? Tu peux parler un petit peu de ça? Alors, ouais, moi, clairement, moi, c'est que des recos, que des recommandations et que du réseau. Après, vu qu'on a une équipe, parce qu'on est 6 aux Émirats, on est 3 à Abu Dhabi et 3 à Dubaï. Moi, je gère la zone GCC. Donc, je sais pas si j'ai précisé. Donc, je suis maintenant un des associés de Pierre et Placement. On est 5 associés dans le monde de Pierre et Placement Monde. Et donc, moi, je gère cette partie du monde, comme on dit. Et du coup, on est 6. Et en fait, c'est plus pour les nouveaux arrivants. C'est la même chose. Nous, on aide les nouveaux arrivants. On met en place comme tu dis, des campagnes de marketing et autres mais ça sert, à mon sens, plus aux nouveaux qui arrivent. Nous, les anciens, on a de la chance, on a de la reco. Tant qu'on travaille bien, c'est reconnu. Ça. Ouais, c'est ça. On fonctionne aussi. Enfin, en tout cas, pendant 2 ans, on a fonctionné que avec la reco aussi. Okay. Uniquement ça, on n'a jamais prospecté. Et là, on commence depuis janvier. Et en fait, je savais pas quoi faire. Enfin, je savais pas comment faire. Parce que quand on fonctionne à la reco, c'est entre guillemets tellement facile. C'est vrai. On n'a rien à faire. Enfin, tu vois un prospect qui arrive, t'as même pas besoin de vendre. En fait, c'est juste une sorte d'explication et il y a rien à pousser. En fait, ils sont déjà la plupart du temps prêts. Donc c'est ça. T'as pas besoin de vendre ta marque, de vendre ta boîte, de dire ce que tu fais. Les gens te connaissent déjà. Ça fait gagner du temps et c'est beaucoup plus simple. Ouais. Exactement. Et tu sais, je sais pas si tu peux dire ça, mais en termes de part de marché, vous êtes bien positionné. Tu penses que vous pouvez encore beaucoup croître ou... Ah oui, enfin, on est bien positionné, en tout cas. Alors moi, je parle des Émirats, mais on est aussi sur la zone Asie, avec Hong Kong et Singapour. Okay. Et comme je disais, donc le siège à Paris, et aussi on a des personnes en Amérique du Sud. Mais Amérique du Nord, vous avez pas? Non, parce que c'est compliqué de placer de l'argent avec ce qu'on appelle les US personnes, que tu sois américain ou que tu vives aux US. Voilà, on doit signer le document. Exactement, le document ça s'appelle FATCA. Même quand on fait quand on ouvre des comptes à peu près n'importe où, ils nous passent c'est compliqué parce que quand t'es résident américain, tu dois déclarer tes revenus mondiaux, donc de partout. Et ce qui s'est passé, c'est, pareil, je saurais pas te dire les années, mais quelques années, c'est des banques suisses se sont fait rattraper, des banques françaises aussi d'ailleurs, qui ont fait des placements à des Américains, et les Américains l'ont pas déclaré. Donc les US ont dit... Du coup, les banques sont complices de fraude fiscale, alors que la banque n'était pas au courant, donc ils ont mis des grosses amendes aux banques qu'elles sont obligées de payer, sinon les Américains disent si vous payez pas, vous n'avez plus accès au dollar, donc débrouillez-vous. Et c'est un et depuis, en gros, tout le monde a mis le holà sur les gens aux US, c'est trop risqué. Ok, et tu parlais de la région, vous êtes actif dans quel pays? Que UAE ou t'es... Non, essentiellement UAE, oui, tout à fait. Okay. On a des clients au Qatar et en Arabie Saoudite, mais l'idée étant de développer... Enfin, moi, je devais le développer, mais après le Covid est arrivé, donc là, c'était compliqué, parce que nous, l'idéal, c'est de mettre quelqu'un sur place. Parce que nous, on va être proche des clients. On pourrait en faire des missions, mais c'est jamais la même chose que d'être vraiment dans la communauté et que les gens peuvent te contacter quand ils veulent. Je comprends. Et en Saoudie, tu penses qu'il y a un gros potentiel pour vous? C'est encore très tôt ou... c'est sûr qu'il y a un potentiel parce que les gens gagnent bien, il y a moins de choses à faire, donc moins à dépenser. Donc c'est vrai. Ils épargnent. mais pareil, ça va être une problématique que l'Arabie Saoudite, en tout cas pour ce qui est de la France et du Luxembourg, je pense aussi, c'est pas sur la meilleure liste. Donc il y a des établissements qui ne voudront pas travailler avec des gens vivant en Arabie Saoudite. Ah ouais? Ouais. Par exemple, pour avoir des crédits, ça va être très très compliqué. Déjà que c'est compliqué pour les expats en général, mais là, l'Arabie Saoudite, c'est pratique. Vraiment... Et il y a une énorme différence entre Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite sur l'image française. Ah oui, parce qu'en fait, c'est que tu as des classifications, liste noire, liste grise et liste verte. Donc les Émirats sont ressortis récemment de la liste grise. Ah, c'est liste verte maintenant? Voilà, ça y est, maintenant tout est de nouveau. Et ça te facilite la vie ou ça change oui, ça facilite la vie parce qu'en fait, quand tu es sur liste grise, c'est-à-dire que tu as des obligations renforcées de KYC, c'est Know Your Customer. Donc en gros, on demande beaucoup plus de papiers aux gens, beaucoup de paperasse. Certains moments avaient justement.
quand les Émirats sont repassés sur liste grise, certains avaient dit, bon, ok, on travaille plus du tout avec les Émirats. Donc, nous, certains partenaires, heureusement, on en a beaucoup dans chaque domaine. Ouais. Donc, mais Il y en a qui ont dit... ça on peut dit plus. carrément, non, nous, on fait pas. Parce compliqué. que eux, de leur côté, doivent implémenter justement de la conformité, de la réglementation. Ils se sont dit, ouais, Ça va fait être pas trop compliqué, sens on pour va pas eux, le faire. ouais. Ok, enfin... Et donc, l'Arabie Saoudite est plutôt sur la liste, peut-être pas noire, mais voilà, c'est Grise foncée, beaucoup veulent pas ou travailler comme du ça. tout. Ok. Gris foncé. Mais par contre, oui, ça attire beaucoup d'expatriés, de Français, donc bien sûr, on y sera. Tu On y sera aussi. Ouais. Ok, très bien. Et justement, peut-être tu peux parler pour être concret, comment ça se passe quand tu accompagnes un client? J'allais dire de A à Z, mais le Z, c'est quand il meurt, du coup, j'imagine. Oui. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre... On suit les enfants. Donc. Ouais. Mais tu peux parler de ça Oui, bien sûr. Je sais pas, en prenant un cas moyen d'un client... Ok, alors on va dire, je pense 80% de nos clients, en tout cas aux Émirats, nous contactent pour se faire leur retraite, enfin, ou pour se créer une rente le plus vite possible, arrêter de travailler plus vite peut-être, parce que ici on cotise pas, enfin sauf tu peux cotiser à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, mais bon, ça coûte quand même assez cher. Et ça coûte combien? Enfin, c'est une part de ton salaire? Enfin, c'est une part de tes revenus? Ah, c'est toi qui payes, hein, tu payes, mais en gros, on va dire, je pense qu'on est pas à 1000 euros par mois, quoi. 1000 euros par mois pour rester dans le système français, donc continuer tes trimestres et autres. Mais il se base sur quoi comme revenu, du coup, pour calculer ton trimestre? Non, c'est un trimestre. Vu que tu le payes, c'est un trimestre. Enfin, je n'ai pas le calcul exact, hein, mais vu que tu le payes, c'est le calcul. Voilà, c'est pas par rapport à ton salaire, c'est pas le même système. Okay. Mais du coup, voilà, sur la même chose, tu sais pas combien vaudra le point quand tu partiras à la retraite. Ta génération a oublié ce concept. C'est pour ça que je me pose pas ces questions. Exactement. Déjà, ma génération, c'est pareil. Je vais te dire, nous, ça fait longtemps. Et je pense que c'est un problème d'ailleurs en France. Moi, j'essaie de le dire à mes clients en France, plus jeunes. Parce que c'est vrai qu'en France, on est très vu qu'on a vu nos parents, nos grands-parents avoir la retraite, sauf que là, les gens n'auront pas les mêmes revenus que ce qu'on a connu avant. Donc, ne pas rester que sur le système de retraite classique. Donc, on a parlé de quelques personnes qui cotisent encore ici, parce qu'ils ont beaucoup cotisé en France, donc autant finir, autant terminer et faire, mais sinon, la plupart placent eux-mêmes leur argent pour se créer une rente. Ok. Donc, nous, vu qu'on a accès à tous les placements qui existent en France et tout ce qui est assurance vie, contrat de capi au Luxembourg, nous, on leur dit, voilà, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas un produit qu'on va prendre, ça va rapporter du 10% sans risque, et tu auras ta retraite. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Du coup, l'idée, c'est de se créer une rente dans différents secteurs d'activité. Donc, l'immobilier classique, tu achètes de l'IMO, je peux diversifier entre acheter en France et acheter aux Émirats. Il y a l'immobilier professionnel, ça, c'est plus les SCPI, je sais pas ce que ce type de support. Donc, ça fonctionne assez bien pour les Émirats parce que tu t'occupes de rien. Quand tu investis dedans, tu n'as pas à gérer les locataires et le risque est hyper limité. Et avec nous, la particularité, lorsque les SCPI prennent des biens en Europe, on ne paye pas d'impôt. Dans les Émirats, on paye 0. Donc c'est vraiment une forte rentabilité. Alors que je ne sais pas si tu sais, mais quand tu achètes un bien immobilier en France, tu le loues vide, enfin il est location nue comme on dit, tu es taxé à 37,2% sur les loyers, même si tu habites ici. Donc si tu as 0 sur une SCPI en Europe, plus intéressant. Et la rentabilité des SCPI, la moyenne du marché, c'est 4,5% par an. Et on va dire, t'en as quand même pas mal, notamment européennes, qui font du 6-7% par an de rendement. Donc ça va te créer un autre revenu. Donc, tu as les loyers qui viennent de ton locataire classique, tu as les loyers qui viennent de l'immobilier professionnel SCPI. Après, bien sûr, tu as les marchés actions. Donc, toi, tu investis sur non, tu m'as dit sur le SP500. SP500. Voilà. Après, toute une gamme dans les marchés actions, c'est assez énorme. Mais bon, il faut qu'il y ait des revenus qui viennent de là, ou de la croissance de capital. Après, oui, comme tu sais exactement ce que tu viens de dire, SP500, c'est peu les dividendes et beaucoup l'appréciation. Enfin, normalement. Oui, tout à fait. Ouais. Après, tu prends les dividendes, je pense, s'ils viennent. Oui, mais c'est sur des ETF, sur cet ETF. Ah non, c'est tu parles d'ETF. C'est 1,45 sur SP500. Oui, c'est pas tant. C'est pour ça qu'il après, il y a plusieurs stratégies actions. Il y a action dividende, il y a stratégie dividende et stratégie growth. Mais du coup, et après, t'as d'autres classes d'actifs, quoi. On va dire que la base, c'est ça. La base, c'est nos clients bien sûr, ils remplissent leur livret A et autres, les trucs bancaires qui sont juste là pour nous, voilà, si t'as un coup dur et que t'as besoin d'argent rapidement, en un clic, c'est sur ton compte et tu peux l'utiliser. Mais après, dès que tu veux de la renta, voilà, en général, pour tout ce que tu veux rester liquide, tu vas sur les assurances vie, en France ou au Luxembourg. Et les assurances vie, tu peux mettre dessus, retirer, voilà, t'as pas de contraintes, sauf que ça met un mois en général pour reprendre des fonds. Donc, faut pas qu'il y ait une urgence, il faut que tu aies un
fonds quand même d'urgence, ouais. Ouais, exactement. C'est pour ça les livrets, ça va, ça, les livrets. Ok. Et en crypto, tu as des clients qui te posent des questions là-dessus, qui l'abordent, ou ils sont loin de ça, ou... Oui, si, j'ai des clients. Si, bien sûr, ça... surtout quand les cryptos montent, c'est toujours la même chose. Donc en ce moment, ça, ouais. on en reparle de nouveau. Il y a un an, non, mais maintenant, ouais. Oui, tout à fait. Donc, du coup, non, alors nous on fait pas de crypto parce que pour l'instant, alors nous, le cabinet Pierre et Placement, on fait que justement des supports d'investissement qui sont agréés par l'AMF, par l'autorité des marchés financiers. Donc les cryptos, c'est pas du tout validé par. Donc nous, on n'en fait pas. Mais après, si, bien sûr. Mais si par exemple demain il y a un ETF Bitcoin, là peut-être que vous pourriez. Voilà, si l'AMF agrégé par exactement. Je sais pas comment dire, par l'AMF, tu pourrais le proposer. Tout à fait, tout à fait. Ouais, BlackRock en a fait un. Normalement la SG est en train d'en faire un aussi, Société Générale. Donc ça arrivera bien sûr. C'est ceux qui ont des diplômes à la Société Générale qui ont le droit de faire ça. Les autres, Au début, je pense que oui. Ça va être ça. Ça sera réservé à la clientèle privée, quand on dit. Et tu vois des situations de personnes qui s'y prennent super en retard, je sais pas, qu'on... Ah oui, bien sûr. Mais après, il n'y a pas de super en retard. Je crois que la moyenne en France pour commencer... Enfin, en France... Ouais, non, pour penser à la retraite ou faire quelques placements pour la retraite, c'est autour de 50 ans. Donc, tu vois, 45, 50 ans. Donc, non, bien sûr qu'il y a des... Bon, après, quand t'es expat, logiquement... Non, mais il faut y penser avant, là. Bien sûr, surtout mais plutôt possible, plutôt qu'on pense tôt, mieux c'est, parce que l'idée, c'est d'épargner, en fait, de pouvoir mettre un petit peu de côté, même si tu commences avec, je sais pas, 200 ou 300 euros, peu importe. Mais moi, j'ai eu des clients qui sont en VIE. Tu vois les VIE, volontariat international. C'est trop bien s'ils peuvent commencer en VIE. Mais ils ont bien ça en tête tout de suite. Je vais pas avoir de retraite parce que je vais certainement être expat en plus. Donc, je mets tout de suite de côté pour ça. Et surtout s'ils mettent à 22 ou 23 en sortie d'études, bah c'est vraiment... Ah bah là c'est énorme, sur la durée c'est... Ah oui, je sais. Je fais... je sais. Non, ce que j'allais dire, je fais calcul des intérêts composés sur SP500. Ouais, non, mais... Du coup, je reste concentré à ça, parce que, ouf, ça... Non, c'est là que tu vois que c'est énorme, mais après, il faut pouvoir les mettre, il faut pouvoir l'oublier, en fait. Voilà, faut pas paniquer quand ça chute. Il faut pas t'exciter l'année où ça fait moins 30%, en fait. C'est ça le problème. Enfin, le vrai problème, il est là. Exactement. Et après, c'est un peu irréaliste parce que quand quand je vois le truc des intérêts composés, oui, mais je me projette pas à mes 60 ans non plus, parce que sinon c'est évidemment gigantesque. Sauf que, est-ce que je vais laisser, autant d'argent sur le SP500 alors que je peux prendre moins 30% dans l'année? Mais après, ça c'est... ça c'est sûr. Mais après, tu arbitres, c'est ça. Parce que moi, alors nous, on fait souvent tout ce qui est investir sur les marchés financiers, marché actions, sur l'assurance vie, justement, parce qu'il y a un cadre juridique intéressant sur l'assurance vie, même si tu rentres en France après. Mais du coup, moi, ce que je dis au premier rendez-vous aux gens, tu me demandais comment se passait un premier rendez-vous, mais notamment, je leur dis ça tout de suite, je leur dis, voilà, on va sur les marchés actions. Par contre, il y a 2 biais sur les marchés actions, c'est que moi, je sais pas si vous achetez au plus haut ou au plus bas. Ouais. Donc, on met pas 200 000 d'un coup, sur les actions. On l'étale dans le temps. Ouais. Et après, pareil, là, c'est de votre côté, c'est quand ça monte. Voilà. Il y a des moments peut-être, en effet, les intérêts composés, ça compte, mais il y a des moments où il faut peut-être se dire, est-ce que je prendrais pas mes gains, parce que là, on est en train d'exploser, j'ai une à plus 70% sur un secteur, voilà. Parce que je prends pas, au moins les gains, je laisse le truc et je réinvestis. J'imagine que ça peut être plutôt plus vrai sur des actions spécifiques. Par exemple, t'as acheté Total je dis n'importe quoi, mais 40, c'est à 90, tu commences à vendre, plutôt que sur des ETF, parce que sur des ETF, c'est moins un sujet à de la volatilité. Oui, bien sûr. Ou alors c'est sur des fonds actions où il y a donc un fonds où il y a plusieurs actions à l'intérieur et qui est sur je sais pas, une thématique genre l'or par exemple, l'or explose d'un coup et voilà, là autant prendre tes gamins parce que tu sais que ça va repartir dans l'autre sens. C'est plus proche de ce qu'on peut entendre en crypto, de prendre ces gars. Moi j'attends. Mais après voilà, ça, tous mes clients ils ont une assurance vie pour la partie liquide et pour faire plus que les livrets où ils versent tous les mois quoi. Parce que sur les marchés, comme je dis, moi je sais pas si on est au plus haut ou au plus bas, sinon je serais milliardaire. Mais par contre, il y a des façons d'investir. Mais les milliardaires le savent pas, je pense. Ah oui, non, tout à fait. Et il y en a, tu dis, juste pardon pour finir, parce que tu me demandais les supports, c'était, donc je te parlais, on était au SCPI. Après tu as une deuxième phase où tu as des produits plus spécifiques qui sont, je sais pas si tu as déjà les investissements en nue propriété. Donc tu peux acheter un bien immobilier. Par exemple, tu l'achètes 60% de la valeur ou 70% et tu utilises t'en as l'utilisation 15 ans après. C'est ça, exactement. En général, après, c'est ceux qu'on l'usufruit, donc ceux qui l'habitent pendant 15 ans, c'est géré par des communes, en fait. C'est les villes qui logent leurs fonctionnaires ou autres. Ils ont une obligation de remettre en état la 15e année. Toi, tu récupères, tu fais ce que tu veux après. Et pendant ce temps-là, t'as ni de gestion locative à faire, ni d'impôt parce que t'as pas de revenus. Exactement. Et est-ce que tu payes comment ça s'appelle, quand t'es propriétaire, les charges foncières?
Non, Pendant non, ce temps-là, non, tu non, les payes pas. propriétaires, ils Ah, mais payent c'est rien. bien. À part une partie des frais de syndic, mais qui c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment rien. Et ça, Et ça compense, enfin, c'est une sorte de mini levier bancaire sans pouvoir emprunter. Enfin, voilà. c'est Après, tu peux le faire par emprunt, là. C'est Ah ouais, encore tu mieux peux quand aussi. même. Ouais, tu peux le faire par Ah oui, comme emprunt. Et ça, en c'est plus, tes double. intérêts d'emprunt sont déductibles si tu as d'autres revenus fonciers. Mais non, tu peux le faire par emprunt. Ah, c'est Dès que tu peux faire intéressant. du levier, faut pas. Ouais, ouais, Enfin, ouais. voilà, bien sûr, montant raisonnable, mais faut pas se priver. En termes mathématiques pures, enfin mathématiques financières, Après, il y a si pas tu ça. dis faire du levier avec des gens de ma génération, ils vont pas du tout comprendre Ouais. ce que je viens de comprendre, mais Ouais, ils vont faire n'importe quoi. Mais je vois très bien ce que tu veux ouais. dire. Non, mais sur l'immobilier, la nue propriété, ouais. Et en fait, et surtout des périodes comme maintenant, parce que le marché de l'immobilier en France a quand même baissé. Donc si en plus tu payes que 60% de la valeur du bien parce que tu prends la nue pro, il Ouais. y a quand même de fortes chances que dans 15 ans, Ouais, ouais, le ouais. marché soit reparti. Ouais. Et Et en IMO, quand tu peux faire un effet de levier, de ma compréhension, et je l'ai fait très tôt, c'est qu'au pire, tu perds du temps. Et tu peux pas vraiment perdre d'argent. Au pire, tu laisseras en location plus d'années pour compenser ce que tu as pu perdre Exactement. sur le prix. Ouais, je me suis dit ça. Je sais pas comment j'ai compris ça parce que personne me l'a jamais expliqué. J'essaierai de T'es comprendre. bon en pourquoi- mathématiques. Non, non, vraiment pas en plus. Je comprenais rien. Je sais pas faire une division comme ça. Là, je sais juste utiliser la calculette sur mon téléphone et je vais sur intérêtcomposé.fr. Ah, je sais voilà. pas quoi. Ça c'est tout ce que j'ai compris, mais c'est tout. Et donc après, oui, après la science vie, après, oui, je disais, par exemple, la nue propriété, c'est un exemple. T'as tout ce qui est private equity. Moi, je fais beaucoup de Ok. private equity. Je suis un peu spécialisé sur la zone. Est-ce Et- que t'as des private equity, tu vois? Ouais, je vois ce que c'est. Mais comment vous faites? Est-ce que tu passes via des entreprises, via des fonds ou via... Ouais, c'est ça. C'est que, ouais, Tu nous, fais on passe- pas une entreprise, c'est pas toi qui choisis une Non. entreprise, parce que c'est un métier, je pense Ouais, bien que... sûr, ça c'est un métier. Ouais, justement, alors nous, on passe par des. Ce qui s'est passé, c'est que le private equity, donc moi, quand je l'ai connu, quand je faisais on va dire de la gestion de fortune, c'était accessible. Enfin, les meilleurs fonds du monde, on va dire je sais pas, les 40 meilleurs fonds du monde de private equity, bon, ils sont pratiquement tous US. Pour rentrer, c'était à moins de 25 millions, c'était compliqué de rentrer. Ah dollars. Ouais. C'était le ticket d'entrée, Ouais. en gros, c'était fait pour les institutionnels ou Ouais. les très très grosses fortunes, Monsieur Lagardère ou autre, Monsieur Arnaud, peut-être en France pour y aller un Bonjour, ticket monsieur particulier. Mais et en fait, ce qui s'est Pour passé. Bernard Arnault, 25 millions de dollars, c'est Ouais. vraiment... il les C'est a pas- perdus par terre, il s'en fout. Hein. Mais bon... Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un Français, Maurice Tchéniaud, qui a créé le private equity en France. Il a fait les premiers fonds dans les années 80. Il est pas tout jeune, hein, je sais pas s'il écoutera, mais il a 82 ans. Et du coup, il s'est dit, voilà, moi, ce que je veux faire, c'est démocratiser tout ça. Je te coupe, Jérôme. Ma grand-mère a 79 ans et elle regarde toutes mes vidéos. Ah bah voilà. Elle me dit, Le 79 ans, c'est beaucoup plus jeune que 82. J'espère qu'elle le fera encore à 82, mais tu sais ce qu'elle me dit? Il y a un podcast où on avait 17 000 vues à un moment, et elle m'envoie un message, elle me dit, est-ce que je suis parmi les 17 000? Parce que je lui dis, mais ouais, elle est née en 1945, comment elle peut comprendre le concept des vues de YouTube? Enfin, j'imagine ça doit être tout un truc. C'est vrai, Donc, c'est très compliqué, mais ouais. Et du coup, donc Maurice, il se dit, moi, je veux démocratiser cette classe d'actifs parce que je fais ça depuis de toute ma vie et je vois les rendements que ça. C'est dommage que ce soit pas ouvert à tout le monde, quoi. Voilà. C'est plus proche de 15%. Ça Ouais, peut voilà. être comme L'idée, ça. c'est entre 15 et 20%. Alors, leurs fonds, oui, leur idée, c'est de faire 15 ou 20%, sachant que les fonds dans lesquels ils investissent, c'est les meilleurs du marché. Eux, c'est des track records de 20 à 25% par an depuis 20 ans. Et tu peux y entrer avec un ticket à combien? Eux, ce qu'ils ont fait, là, c'est ça. L'idée de démocratiser, 25 millions, il n'y a pas tout le monde qui l'a, donc ils ont créé un fonds pour que les gens puissent rentrer, alors à partir de 100 000 euros. Donc c'est quand même déjà en dessous. Et surtout, là où ils ont été forts, c'est que c'est 100 000 euros, mais sur 5 ans. Donc tu peux mettre 20 000 euros par an. Faut que tu aies les 100 000 euros avant de commencer. Faut que tu mais tes si tu veux pas bloquer ton cash, tu les investis. Ils font des appels de fonds. Mais c'est donc là, ça donne exceptionnel. cette classe d'actifs à beaucoup de gens. Et ça s'appelle comment? Parce que je vais arrêter SP500. Et au bout de 5 ans, au bout de 5 ans, ils commencent à vendre les participations qu'ils ont dans les entreprises. Donc toi, tu commences à toucher du cash. Et donc, pour ceux qui ont les moyens, mais tu peux investir dans chaque fonds 2023, 2024, 2025. Pour que ça soit tous les ans. Et... Voilà, donc tu investis. Au final, tu investis pour te faire simple, dans 6 ans, tu investis à peu près 350 000 sur 6 années. Ouais. Après, là, tu mets plus rien, ça s'autofinance les nouveaux fonds avec les sorties des autres. Ah ouais. Et après, ça te crée une rente à partir de la 9e année, ça te crée une rente quand tu es non-résident de 70 000 euros par an qui tombe, plus tu continues à investir dans les autres. Donc en fait, t'as fini le jeu en 7 ans, quoi, c'est ça que tu disais? Voilà, à partir de 6 ans, tu n'investis plus et la 9e année, tu commences à toucher 70 000 euros environ environ, voilà. Et... C'est pour ça qu'en fait, l'âge, ça change tout. Enfin, ça rend ton travail. Quand tu peux commencer, plus tu c'est ça. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est ce que font les family office et les fonds d'habitude, mais maintenant c'est accessible, on va dire. Que ça soit cet actif-là ou un autre performant, enfin même performant ou moins performant.
plus tu commences tôt, enfin, ça change vraiment énormément de choses. Ah non, mais, Mais dans ma génération, c'est pour ça qu'on dit que le temps c'est de l'argent. C'est parce que le temps, la durée. Oui, bien sûr. C'est pas que 1 heure. Oui, exactement. Il y en a qui pensent que c'est ça, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et t'as l'âge moyen de tes clients. Enfin, l'âge moyen de tes clients, le jour où ils te contactent, c'est quoi? T'en as. Ah, bonne question. Je pense, si j'ai regardé il n'y a pas trop longtemps, je pense. Ah, ou même moi c'est particulier parce que c'est les non-résidents. Alors les non-résidents pour le coup ils commencent plus tôt. Hein. C'est vrai que quand je disais 45-50 ça c'est en France, mais l'âge moyen enfin c'est plus l'âge moyen du coup de ma clientèle, je pense c'est 38. Ah ok. Ouais. Ah c'est quand même jeune, enfin ça me paraît jeune. Ouais. Non ça va. Non aux Émirats les gens puisqu'ils cotisent pas ils savent bien quand même qu'il faut. Enfin, j'en vois des fois qui ont 45 ans, qui ont rien fait du tout, qui ont tout claqué à Dubaï, qui se disent peut-être que je vais mettre de côté maintenant. Alors qu'avec des salaires énormes, enfin, 20 000 euros par mois. Quoi. On en a parlé, je vois aussi. Donc, même dans ma génération, il y en a qui gagnent 6 chiffres par mois. Ils ont rien. Enfin, ils ont rien. Ils ont pas d'assets, ils ont rien du tout. Donc, mais tant que tu gagnes, en fait, c'est ça, tu te rends pas compte. Quoi. C'est comme le jour de foot. C'est comme le jour de foot. Exactement. Ou le jour où, je sais pas, tu passes 2 mois à l'hôpital. Enfin, je leur souhaite pas, mais enfin. Ah mais genre de foot c'est pire que ça, on en a je sais plus si vous avez rencontré mais on en a parlé, j'ai du coup des amis agents de joueurs de foot ici à Dubaï, de Français, et ils m'ont dit les stats c'est que 50% des joueurs pros de Ligue 1 sont ruinés à la retraite quoi. Juste 50%. À la retraite. Exactement. Alors que tu vois moi c'est ce que je leur disais mais voilà c'est pour ça qu'il suffit juste que moi je les rencontre parce que pour eux c'est hyper simple vu combien ils gagnent. Non mais tu peux leur créer au moins cette rente de 70 000 oui, au pire du pire, tu vis avec 70 000 même si c'est infiniment moins que ce qu'ils gagnent maintenant. Bien sûr. Et encore pour des joueurs de Ligue 1 moyen ils gagnent pas non plus c'est tous 100 000 euros par mois. Enfin, je pense que la médiane, elle doit pas non plus être très très haute. La moyenne, grâce au jour du PSG, c'est ça. Ils ont tout fait sauter. Mais ouais. Mais non, c'est pour ça. En fait, c'est leur entourage souvent, et puis ils sont ils sont conseillés par un ami qui a tout investi dans un seul bien immobilier, un chalet au ski, un ami qui a dit qu'il fallait tout mettre dans SP500. Un idiot. One shot. Un idiot comme moi. Tout sur les cryptos. Tu penses que c'est à ce niveau-là? Ah oui, non, bien sûr, c'est ça. Je dirais pas les noms des joueurs du coup que je connais, mais en fait ils sont arnaqués, ils achètent mais j'ai entendu, t'as entendu parler de l'histoire de Yohan Molo, l'ancien joueur qui a joué à Saint-Etienne. Je vois qui c'est, mais non, lui son histoire, j'ai pas entendu. Il s'était fait escroquer, il disait plus de 10 millions, on dit 15 millions, un truc comme ça. Presque tout ce qu'il avait gagné dans sa carrière, quoi. Et j'étais étonné qu'il ait gagné autant dans sa carrière, parce que c'est pas, on a le Dino non plus. Ah non, il gagne bien les joueurs, mais du coup, c'est ça, il y a un joueur, je sais plus lequel, j'aurais pu dire son nom parce qu'il l'a dit à la télé, lui. Mais en fait, il expliquait que en fait, un jour, sa carte ne fonctionne plus, sa carte bancaire, il n'arrive plus à retirer d'argent. Donc là, il regarde qui est sa banque, parce qu'il n'a jamais été dans la banque. Il a un conseiller qui fait ça. Et donc, il va voir le banquier, et il lui dit, mais comment ça se fait que ma carte ne fonctionne pas ? Et il lui a dit, en fait, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas d'argent parce que tous les crédits que vous avez faits, les biens sont nantis, et là, il y a des problèmes sur tel bien. Et il lui dit, mais quel crédit est-ce qu'on s'est déjà vu ? Il dit ça au banquier. Et le banquier dit non, jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai signé ? En fait, il lui donne tous les documents, et en fait, c'était son agent, son conseiller qui signait à sa place. Yohan Molo, c'est ça. Ils lui ont fait des crédits, mais j'entends ça dans tous les domaines. Que ce soit dans la musique, dans le sport, mais même pas que dans le foot. C'est tout le temps ça. C'est pour ça que l'éducation financière, je pense que c'est ultra important. Et t'as jamais pensé à, pas faire youtubeur, mais faire des vidéos de vulgarisation là-dessus? Si, j'y ai pensé. Après, je pense que maintenant, pas mal de gens le font. Je sais pas, j'en ai vu comme quelques-uns. Enfin, c'est assez ciblé, Je vois par exemple des spécialistes crypto, spécialistes actions, peut-être. Et c'est vrai que moi, je fais du global, peut-être que... Tu connais Finary? Ah oui, ça c'est l'appli. Ouais, mais ils ont une chaîne YouTube où ils les font pas mal. Ils analysent en direct des patrimoines. Et ils regardent, ils ont ça. En fait, ils font du soft marketing pour l'app en montrant via l'app les patrimoines de certaines personnes. Par exemple, de mémoire, ils ont dit, un médecin qui gagne 15 000 euros par mois, on va dire, et son objectif, c'est d'être à 55 ans, à arrêter de travailler. Du coup, il regarde ce qu'il doit faire, et c'est intéressant. Je t'enverrai la chaîne, parce que c'est vraiment très bien fait. Carrément. Et après, pour finir sur les rendez-vous, c'est ça, c'est que, vu qu'il n'y a pas un placement miracle, et puis que tous les gens sont différents, le premier truc que je dis, c'est quel est votre objectif pour placer de l'argent? Parce que j'ai des gens qui arrivent, ils me disent, moi, j'ai 500 000, je veux placer. Et pour faire quoi, exactement? Les gens savent pas toujours. Ou après, ils me disent, il me faut une rente pour la retraite. Je dis, quel montant serait confortable pour vous? Ils savent pas du tout. Oui, mais il y en a, c'est 3 000 euros, ils vont, c'est parfait. Et il y en a, c'est 30, en fait. Exactement. Et souvent, quand je fais parce que je fais les rendez-vous pour les couples, et ils sont ensemble, il y en a qui disent 5 et l'autre 20. Ils sont pas du tout d'accord, en fait. Mettez-vous d'accord, chacun. Puis après, tu peux faire chacun de ton côté aussi. Tu peux faire ton patrimoine. Même si t'es en couple, t'es pas obligé de faire tout. C'est peut-être ce qui est recommandé d'ailleurs, je sais pas. Exactement. Et est-ce que tu vois que qu'en couple, justement, ils se parlent pas d'argent entre eux? Enfin, c'est un sujet compliqué, même en...
Ça peut arriver. Ah C'est ouais? de moins en moins quand même maintenant, mais Parce que c'est ce que avant, tu me dis. t'avais souvent, il y a certains couples, surtout avant, un peu moins, moins chez les jeunes comme, mais où il y a une seule personne en gros qui s'occupe de Qui l'argent. s'occupe de l'argent, ouais. L'autre, ça l'intéresse pas. C'est plus que ça Ouais. l'intéresse pas, qu'il met pas Ah, les nez ma dedans. mère, et ça a été comme ça et ça lui a coûté très très cher. Ah ouais, parce Mais que le problème c'est quand ça quand arrive. ça passe pas bien à un moment, ouais. Et que t'as pas mis le nez dedans pendant 25 ans, bah Ah mais non, mais souvent c'est comme les joueurs de foot en fait. Ouais. Ton argent, tu sais pas où il était, tu sais pas. Ouais. Exactement, ouais. Et puis, on te faisait ouais. signer. Et... Après on dit bah si t'as signé, ouais bah oui mais Ouais, bon. Enfin voilà. Ouais. Ouais. Non, c'est l'idéal serait que tout le monde puisse s'intéresser, mais bon, c'est compréhensible. Ouais, ouais. Mais moi je demande à ChatGPT. Je lui dis. Ah oui, très bien. Tu peux essayer. Je pense que c'est pas, il était sûrement meilleur que lui, hein, mais j'essaie de me renseigner un peu comme ça. Ouais. Non, mais déjà, Et- au moins, si les gens déjà se renseignent sur ChatGPT, ils auront moins des infos, quoi. Et Des j'imagine bases, qu'il est un peu neutre. Enfin, c'est ce que je me dis quand je pose mes questions. Ouais. Après, ça sont un peu mathématiques, mes questions. Ça veut dire combien je dois mettre pour arriver à ça. Enfin, c'est un peu. Ouais. J'aime C'est bien. ça. Et après, ça, c'est que nous, donc, les gens nous disent, voilà, leur objectif, enfin, tu peux avoir plusieurs objectifs Ouais. de placement, et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, en plus, on est obligé, c'est le profil de risque. Tu sais, on pose des questions pour savoir, Ouais. parce que pareil, on n'accepte pas tous le même risque bien sur sûr. les placements. Si Et tu les peux- gens aiment le type de placement que je fais, ils seraient peut-être stressés toute la journée. Bien sûr. Et tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que tu leur fasses comprendre que si t'es, j'en sais rien, si c'est A, B, C, je me souviens pas comment c'est c'est. de 1 à 7, on va dire. Oui, si t'es 3 et que tu veux les résultats du 5 qui Sept, prennent ça- un moment de risque, bah, ça matche pas. Enfin, Exactement. c'est aussi Et con ouais. que ça, mais je pense que tu dois leur expliquer certains. Ah c'est oui, pas- non, Ouais. mais c'est exactement ça. Mais après, il y a aussi, moi j'ai le côté, je vais pas dire à quelqu'un, je sais que par exemple que le montage le mieux c'est de faire ça, pour ce que la personne veut faire ou avoir à terme, Ouais. mais je vois qu'elle va être stressée, par exemple si elle a un crédit, il y a des gens, un crédit, ça les Ouais, stresse d'avoir un ouais, crédit, ouais, donc je dis, je bon, comprends fais pas bien. de crédit, il vaut mieux que tu sois Non, mais c'est vrai. serein. Le plus important, c'est ça. Ouais, C'est exactement. pas forcément. Voilà, Ah. que t'es plus à la fin, Ouais, d'autant ouais. plus je demande S'ils ont, au lieu du 7000, s'ils ont 5 et qui sont super à l'aise, bah, autant les Exactement. envoyer sur ça. En fait, ton rôle, c'est presque de la Ouais, psychologie. c'est ça, c'est pour ça, moi, je trouve c'est- ça, je trouve ça métier passionnant. Ouais. Le côté gestion de patrimoine pur, donc de faire des stratégies globales, moi j'appelle ça l'art de la gestion de patrimoine. C'est vraiment, j'aime faire ça. Je construis un tableau pour la famille en général. Qu'est-ce qui se passe en termes de succession, s'il y a un Ouais. décès, qui récupère les enfants, est-ce qu'il y a des impôts, tout ça, Ouais. c'est. Mais même pour les enfants, excuse-moi si je te coupe, mais pour les enfants, si tu t'y prends bien, un enfant entre ses 0 et 18 ans, si tu t'y prends bien, tu peux lui faire avoir un capital assez important à ses 18 ans. Enfin, Ah oui, j'imagine que... moi j'ai beaucoup de clients, c'est ça, ils ont leurs assurances vie, eux, les parents, mais les enfants ont tous leur assurance vie aussi, où les parents mettent tous les mois dessus. Bon, bien sûr, 100% action au départ, puisque ils ont le temps quand même jusque leurs études supérieures, mais l'idée c'est d'arriver sur SP500 ou pas sur Oui, il peut y aller, quoi. Dans l'assurance vie, on peut mettre des ETF, SP500, voilà, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur, ou des produits structurés. Il y a beaucoup de produits structurés en ce moment qui rapportent plus qu'avant. Donc ça permet d'avoir un budget études au moment des études, parce que surtout les enfants d'expat ont tendance à faire des études à l'étranger, ça coûte un peu cher. UK ou... Australie, c'est le pire. Australie, c'est Ah une ouais fortune. Je savais pas. US, bien sûr, ça coûte cher Ouais. aussi. Ok, trop bien. On doit s'arrêter là. On a fini le crédit de temps. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Avec Je pense que plaisir. c'était super Merci à toi pour intéressant. l'invitation. Sans problème. Merci beaucoup. À très bientôt.